Nouveau jour, nouveau vlog et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble. La journée d'aujourd'hui va être assez chargée mais je pense que ça va être plutôt intéressant parce qu'au final je vais avoir pas mal de choses à montrer. Là il est à peu près 7 h du mat, comme tu peux le voir, au temps qu'il fait juste derrière moi. Et du coup ce matin j'ai pas mal de choses de prévues, il faut que je travaille sur la ferme, il faut aussi que je finisse pas mal de choses par rapport à mes coachings. Et ensuite j'enchaîne avec une après-midi où j'ai pas mal de rendez-vous, il faut que je m'entraîne, j'ai une séance de kiné, j'ai deux rendez-vous pour deux projets qui arriveront très bientôt, mais pour le moment je ne peux pas en dire plus. Ce rendez-vous, comment ça s'est passé? Pour teaser un peu en deux mots, ce rendez-vous je dirais Galois Gym. Galois Gym. Mais je n'en dirai pas plus. Oui, tu feras gaffe, t'as plein de voyants allumés sur ton AX. Ouais, c'est rien ça. Faire des quarts de tour. Sortie de concession Citroën. Je vais avoir aussi pas mal de trajets aujourd'hui. Je pense qu'on va parler de ma stratégie nutritionnelle aussi pour ma blessure, le choix que j'ai fait, pourquoi du coup je suis parti en déficit calorique alors que du coup je suis blessé, est-ce que c'est un bon choix, etc. Ça peut être très intéressant de t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Aussi dans la dernière vidéo, je t'ai présenté un peu la façon dont je préparais mes plats. Alors c'est uniquement on va dire pour mes gros repas. Pour du coup ce qui va être collation, petit-déj, ce genre de choses, souvent je reste très flexible là-dessus et je change régulièrement. Exemple, dans le tout premier vlog que je t'avais fait, mon petit-déj était constitué de, il me semble, 2 tranches de pain de mie, 4 œufs de la ferme et du coup du miel également de la ferme. Et par exemple ce matin c'était assez différent mais quand même suffisamment proche avec toujours mes 4 œufs. Ensuite, j'avais une tranche de pain de mie sur lequel j'ai étalé des framboises que j'ai cueillies hier pour me faire une espèce de confiture. D'ailleurs, c'est très très bon et tu peux le faire aussi avec des framboises surgelées ou d'autres fruits surgelés pour te faire en fait une confiture. Ben voilà, sans sucre, sans cochonnerie dedans et sans calories inutiles, je dirais. Et avec ça, du coup, je me suis fait du lait de la ferme. Alors du lait d'une teneur en matière grasse inconnue, très certainement beaucoup plus gras que le lait entier. Bref, du coup, c'était le petit complément par rapport à ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo. En gros, mes gros repas sont préparés, je les divise et je bouche un peu mes calories avec le petit-déj et les différentes collations que je vais pouvoir faire. Je pense que du coup c'était intéressant pour toi de savoir ça et comme ça me fait une petite intro qui n'est pas très longue. Et maintenant on se retrouve pour la suite du vlog. On se retrouve du coup dans ma super Ferrari de 400 chevaux, pleine puissance à environ 50 km/h pour aller du coup chez ma très chère sœur. Je vais faire du coup un petit stop chez lui. J'ai un rendez-vous en visio que je vais profiter aussi pour faire chez lui. Tout simplement parce qu'il habite pas très loin de la salle. Il habite à 5 minutes de la salle. L'avantage c'est que ça va me permettre de gagner du temps. Parce que si je l'avais fait chez moi, après du coup j'ai 30-40 minutes pour aller à la salle. Alors que là si je le fais chez lui, en 5 minutes je suis à la salle. Donc ça permet d'optimiser du temps de cette manière-là. Et du coup aussi je vais en profiter pour faire le livreur de compléments alimentaires parce qu'il est en rade de créatine. Et comme je suis le frère parfait, eh bien je lui emmène sa petite créatine. Et du coup ce nouveau trajet, ça va être l'occasion de parler à nouveau un peu de ma blessure, de parler un peu comme je l'ai teasé en début de vidéo, de mon choix d'un point de vue nutritionnel concernant la guérison de ma blessure. Étant donné que lorsqu'on est blessé, eh bien, on ne peut pas forcément s'entraîner, c'était mon cas. Et du coup, on a plusieurs choix. Est-ce qu'on fait un maintien calorique? Est-ce qu'on fait un surplus calorique? Est-ce qu'on fait un déficit calorique? C'est de ça dont on va parler et au final, voir ensemble quelle était un peu la meilleure stratégie dans mon cas. Alors pour remettre encore à nouveau un peu de contexte, au moment de la blessure, donc au moment de la blessure, je faisais 1,85 m, bon ça n'a pas bougé, pour environ 105 kg. J'ai été du coup au sommet de ma shape, c'est-à-dire que c'était la meilleure shape que j'avais jamais eue. Je sortais d'un mini cut, donc j'avais un taux de gras qui était relativement sous contrôle et une masse musculaire qui était plutôt très avantageuse. Le but c'était vraiment de prendre un maximum de muscles pendant que j'étais à Budapest. Vraiment c'était le voyage un peu de la masse aussi en même temps de toutes les choses que j'attendais de ce voyage. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant de pourquoi pas faire une FAQ spéciale Budapest
de ma vie là-bas, de ce que ça m'a apporté, par exemple d'un point de vue personnel, professionnel, mental, etc. Qu'est-ce qui a changé entre le avant et le après ce voyage? Ça peut être hyper intéressant, donc pourquoi pas. Comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Déjà, j'ai vu que dans les derniers épisodes, j'avais quand même pas mal de sujets de vidéos. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Ça peut toujours être intéressant et surtout, il y a des choses qui, pour moi, ne me semblent pas hyper intéressantes alors que pour vous, ça peut l'être et inversement. Donc, tous les avis sont toujours bons à prendre. Bref, pour en revenir au sujet, donc je faisais 105 kg, ma meilleure shape que j'avais jamais eue jusqu'ici et tout se passait très bien. De toute façon, c'est toujours comme ça avant une blessure. Et au final, quand la blessure est arrivée, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu le bras qui était complètement immobilisé. Donc bien sûr, forcément, à partir de là, au niveau de l'entraînement, ça a complètement changé. À savoir que du coup, tout ce qui était mouvement d'épaule, de bras, de pec, tout ça, c'était fini. Le dos, c'est pareil, c'était fini. Il n'y avait que les jambes où j'arrivais à peu près à faire les mollets, mais j'arrivais pas en fait à mettre de l'intensité, ne serait-ce que porter les poids en fait c'était ultra compliqué. Donc au final, j'essayais de faire vraiment le maximum de ce que je pouvais. Ça se résumait très honnêtement à essentiellement du leg extension, du leg curl et à côté de ça en fait toutes mes séances de musculation se sont transformées en séances de réhab, c'est-à-dire que le focus était vraiment sur le fait de pouvoir rebouger mon épaule via du coup une sélection d'exercices qui m'aidait à ça, du renforcement, etc., etc. De toute façon, et ça je pense que ça sera un peu le sujet de la prochaine vidéo, je parlerai un peu de ce que j'ai fait tout de suite quand j'ai eu la blessure. Mais en gros, pour faire un peu de teasing, à partir du moment où j'ai senti la blessure, ma priorité n'a plus du tout été la performance, mais ma priorité est devenue la guérison de ma blessure. Donc aujourd'hui, on traite plus l'aspect nutritionnel de la chose, qui est selon moi intéressant. Mais la prochaine fois et dans les prochaines vidéos, on traitera tout l'aspect entraînement, etc. avec un peu plus de précision. Du coup, lorsque mon entraînement a complètement changé et que mes objectifs aussi ont complètement changé, jusqu'ici j'étais en surplus calorique et du coup je me suis mis tout simplement en maintenance calorique. Le but c'était tout simplement de me dire il faut que je donne suffisamment d'énergie à mon corps pour qu'il récupère et pour que j'ai suffisamment de nutriments pour réparer ce qui se passe au niveau de cette épaule, sachant que à ce moment-là, je ne savais pas combien de temps ça allait me durer, je ne savais pas ce que c'était. J'avais déjà eu, on va dire, des douleurs, alors pas forcément à l'épaule, etc. Mais c'est toujours très dur de savoir, d'avoir une estimation de combien de temps ça va durer, de comment ça va guérir. Donc dans ma tête c'était c'est l'histoire de 3 semaines et après c'est fini au début. Grossière erreur. Au début donc je suis parti sur un maintien calorique. J'ai fait ça pendant je dirais 3 mois jusqu'à mon retour en France. Je suis resté en maintien calorique, c'est-à-dire que mon poids est resté à 105 kg, sachant que je ne pouvais pas forcément m'entraîner. Et à côté de ça, vu comme marcher était également une source de douleur pour moi, j'avais aussi grandement réduit mes pas, même je les avais complètement stoppés pendant une période. C'est-à-dire que j'étais passé de 20 à 25K à une moyenne inférieure à 5K. Le seul moment où je marchais au final c'était pour aller à la salle et pour faire mes courses. Le but encore une fois c'était ma guérison, c'est pour ça que j'ai réduit les steps étant donné que les steps étaient une source d'agression pour mon épaule. Donc voilà comment ça s'est passé au début, maintien calorique et du coup arrivé en France. Et quand je suis arrivé en France, une des premières choses que j'ai faites c'est tout simplement passer des examens complémentaires plus approfondis parce qu'à Budapest j'ai vu des spécialistes etc. mais ils ne pouvaient pas forcément faire grand chose. Bref, ça j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Dis donc, j'ai pas mal de choses à dire au final on dirait que cette série de vidéos va être assez longue. Et donc ce que j'ai fait c'est que retour en France, échographie, radio, IRM. Et du coup j'en ai su un peu plus. J'ai également su à ce moment-là que ça allait durer quand même un peu plus longtemps que prévu. Et j'ai tout simplement décidé de changer de stratégie. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me retrouvais avec un physique qui était assez dégueulasse. J'avais perdu pas mal de masse musculaire. La réduction de ma dépense énergétique avait quand même pas mal flingué ma composition corporelle. Ce qui fait que je me retrouvais avec un physique assez gras,
très peu musclé. Et je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, en fait, au bout de 6 mois, j'allais me retrouver avec un physique qui, d'une, allait être assez gras, avec une masse musculaire réduite. Et donc, à la fin, j'allais devoir en fait forcément repasser par une phase de cut pour pouvoir refaire du coup de la masse musculaire. Et donc je me suis dit là il y a un problème. Ce que je veux c'est que quand ma blessure soit terminée, eh bien je puisse repartir sur une phase où je vais pouvoir récupérer la masse musculaire que j'ai perdue grâce notamment à la mémoire musculaire. Et ça on en reparlera je pense un peu plus quand la blessure sera terminée, voir du coup comment ça va se passer de ce côté-là. Est-ce que la mémoire musculaire existe vraiment, combien de kilos de muscles je vais pouvoir récupérer. Bref, tout ça, ça va être hyper intéressant parce qu'au final, pour se rendre compte de ça, il faut accepter de perdre du muscle et personne n'est d'accord en général pour faire ce genre d'expérience. Écoute, cette fois-ci, j'ai fait l'expérience contre mon gré, enfin je vais faire l'expérience contre mon gré pour vous et pour moi-même aussi parce que je suis assez curieux de voir ça. Enfin bref, je me suis dit que au final, la meilleure option pour moi serait très certainement le déficit calorique. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, donc j'avais fait quand même, j'étais à un peu plus de 3 mois de réhab en solo et je commençais à pouvoir faire des mouvements avec mon épaule. Donc potentiellement, déjà je pouvais reprendre l'entraînement des cuisses. Il y a certains mouvements de dos aussi que je pouvais reprendre. Tout ce qui était tirage horizontaux, etc. Il y a quand même pas mal de mouvements que je pouvais refaire et donc je pouvais récupérer un peu de volume sur certains groupes musculaires. Le truc c'est que le volume qu'il faut pour maintenir de la masse musculaire est bien plus faible que le volume qu'il faut pour développer de la masse musculaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vu comme je commençais à pouvoir me réentraîner, j'aurais pu me dire je vais essayer déjà de récupérer la masse musculaire que j'ai perdue en essayant de forcer sur les mouvements que je peux, etc. Mais c'était quand même contre-intuitif et c'est à mon avis ce que beaucoup auraient fait à ma place parce que ça demande quand même de pouvoir prendre du recul sur soi-même, sur sa propre blessure et ça faisait déjà pas mal de temps que je ne pouvais pas m'entraîner et tout de suite dès qu'on est privé de l'entraînement et qu'on peut à nouveau s'entraîner, tout de suite ce qu'on veut faire c'est reprendre à fond, etc. Mais c'est souvent comme ça que on se reblesse ou que du coup on finit par faire des mauvais choix. Donc là je commençais déjà à avoir quand même pas mal de recul sur ma blessure, beaucoup plus, et aussi il y a mon expérience personnelle qui rentrait en jeu et j'essaye toujours de pas avoir la tête dans le guidon au final mais toujours regarder le vélo d'un peu plus loin pour pouvoir avoir une meilleure perspective et pouvoir prendre les meilleurs choix possibles. Donc pour moi l'objectif c'était pas forcément de chercher à récupérer ma masse musculaire à ce moment-là, c'était plus de chercher à conserver ma masse musculaire en ayant en plus un volume assez faible tout en priorisant toujours ma réhab et du coup progressivement chercher à refaire les autres mouvements que je ne pouvais pas faire. Donc le fait de savoir que je pouvais avoir suffisamment de volume grâce aux nouveaux mouvements que je pouvais faire pour maintenir ma masse musculaire, ça m'a réconforté dans l'idée du déficit calorique parce que faire un déficit calorique alors que du coup on ne peut pas s'entraîner, c'est aussi un peu accélérer la perte de muscle. Mais vu comme là je pouvais à nouveau m'entraîner et avoir le volume minimal nécessaire entre guillemets, ça me permettait de pouvoir faire un déficit calorique en conservant on va dire le muscle qui me restait. Alors est-ce que j'ai perdu quand même du muscle parce que mon volume n'était peut-être pas suffisant, sachant que quand j'ai commencé mon déficit, il y a quand même plein de mouvements que je pouvais pas faire, plein de groupes musculaires où peut-être je pouvais pas avoir un volume suffisant, notamment pec, épaules, certaines régions du dos aussi étaient assez compliquées à travailler, tous les mouvements avec les coudes ouverts. J'ai quand même pris les risques parce qu'il y a un moment aussi où je me suis dit faire un déficit calorique, ça va quand même me permettre d'avoir une progression. À savoir que mentalement, c'est plus facile de, par exemple, voir son corps changer, avoir une perte de gras que de ne pas voir son corps changer, voire stagner, voire accumuler du gras et perdre du muscle en même temps. Donc c'est-à-dire que via le déficit calorique, j'ai également réussi à réentrevoir une progression, réentrevoir un objectif sur le long terme, à savoir que ça devenait tout de suite beaucoup plus motivant de tenir ma diète, de m'entraîner, de faire ma réhab parce que derrière en fait j'avais des résultats. Donc tout ça, ça a fait que je me suis
orienté vers le déficit calorique. Et en plus de ça, je sais que lorsque ma blessure sera totalement guérie, eh bien, j'aurai quand même un taux de gras qui sera suffisamment bas, étant donné que là, déjà, je commence à être assez bas en termes de body fat. Clairement, ça fait des années que je n'ai pas été aussi léger. La dernière fois que j'ai été aussi léger, je crois que je devais avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Donc forcément, mon poids est beaucoup plus faible parce que j'ai perdu beaucoup de muscles, ok. Mais en même temps, le but, ça va être d'aller chercher un body fat que je n'ai jamais été aussi cherché jusqu'ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais pouvoir reprendre l'entraînement, logiquement, je vais avoir une épaule toute neuve, un body fat qui sera extrêmement bas et du coup, une mémoire musculaire qui n'attendra que d'être exploitée pour pouvoir eh bien, retrouver la masse musculaire que j'aurais perdue. Et donc, au final, via ce déficit calorique, via cette baisse du body fat, via cette, on va dire cette base propre sur laquelle je vais pouvoir repartir derrière, eh bien, je me dis que cette année n'aura quand même pas été perdue parce que eh bien, j'aurais progressé quand même d'une façon ou d'une autre. Bref, au final, tu connais un peu maintenant en détail ma stratégie nutritionnelle par rapport à la gestion de la blessure. Alors forcément, tout le monde n'est pas dans mon cas au moment où il se blesse. C'est sûr que par exemple, si tu es extrêmement sec au moment où tu te blesses, ce n'est pas forcément une option que tu vas pouvoir faire. Mais en tout cas, encore une fois, si tu es dans mon cas, ça peut te donner des idées, ça peut te donner des arguments sur les choses à faire. Je sais aussi qu'il y a des coachs qui regardent ces vidéos-là. Ça peut donner aussi des idées pour les gestions des blessures avec leurs clients. Bref, c'est aussi le but de cette série, partager mon retour d'expérience. Et parmi toutes les personnes qui regarderont cette série de vidéos, ça se trouve, quelqu'un se reconnaîtra dans mes vidéos, dans ce que je dis. Il aura un cas peut-être similaire au mien. Et du coup, cette stratégie nutritionnelle pourra potentiellement également lui convenir. Là, je viens d'arriver chez Rémi. On va faire la livraison de créatine et du coup, on se retrouve chez lui. Bonjour YouTube. Qu'est-ce que tu manges, mon frère? Alors, c'est un petit filet mignon, pommes de terre, tout est bien mixé, avec un petit peu de lait, accompagné d'un délicieux melon charentais, et d'un bifidus que je vais accompagner de collagène. Bon, il y a des patates qui sont pas passées au mixeur, ok? Mais dans l'ensemble, c'est très bon. Ça se mange vite. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement que les pommes de terre, c'est loin à manger et que j'ai pas forcément beaucoup de temps aujourd'hui. Donc du coup, je mange vite, de cette façon. J'ai une question. Tu l'as vomi avant ou Bien sûr, c'est régurgité parce que c'est encore plus assimilable comme ça. Ouais, c'est plus digeste encore. Plus digeste. Très bien. J'ai un cadeau pour toi, mon frère. Il y avait la créatine, mais il y avait aussi autre chose. Ah non, j'ai oublié un truc. Il y avait le collagène. Quoi? Et la chondroïtine. Non, mais là, c'est non, pas le collagène. La protéine en poudre, je t'avais dit. La whey. Non, mais frère, c'est une liste au Père Noël là que t'as faite. Ça fait 3 semaines que je voudrais de créatine. Je suis pas là en repos. Tu vois, je perds du muscle là. Tu veux voir ton biceps? Lequel? Parce que lui, il est un peu plus grand. C'est lui, il est plus gros? Lui, il est un peu plus grand. T'as perdu un peu, non? Ouais. Mais ça, c'est la créatine. Je vais la reprendre. Ça pardonne pas. Mange ton vomi aussi, c'est le vomi là. Il faut en manger plus. Ça aide à prendre de la masse. Rémi, tu prends quoi comme complément en temps normal? Alors dans mon bifidus, j'aime bien mettre la créatine que tu m'as ramenée et un peu de t-shirt. Ah, c'est quoi le t-shirt, mon frère? C'est un t-shirt. Et non, c'est du collagène type 1 que je mets toujours dans mes petits yaourts parce que ça passe toujours très bien. Pour faire la présentation, désolé. Donc qu'est-ce qu'on a dans le frigo? On a tous les petits compléments alimentaires, les fameux oméga 3. Ensuite, on a le Mensimune. Ensuite, le collagène type 2. Bon, je l'ai mis ici, mais il n'y a pas forcément besoin de le mettre au frais. Un peu de gluco et mon multiminéral. Et un peu de moutarde. C'est bon la moutarde. Très important la moutarde. Attends, mais regardons le frigo de Rémi. Est-ce qu'il y a des trucs non diète? Des œufs? C'est quoi? C'est du Roquefort ça? Non, c'est quoi? Les oméga 3 au frigo. Mettez toujours vos oméga 3 au frigo, ça évite qu'ils s'oxydent. Très très important. Et après... Après des bons œufs. Hein. Rémi, c'est quoi ça? Pinot des Charentes. J'en bois pas d'alcool donc. Rémi, tu m'expliques ça? Je bois pas d'alcool, c'est madame. C'est comme ça que tu vas te justifier, Rémi? Oui. Petite question. Est-ce que la cuisine de Rémi ressemble à du vomi ou pas? Dites-le nous en commentaire.
Bien Rémi, t'es toujours ok pour le référencement, toujours. Au revoir mon frère, tu me laisses avec le chat, c'est ça? Ben, tu sais qui il m'a ramené un rat, mec. Bon, putain, il m'en a ramené un autre. Il a mangé que la moitié du rat. Mais bon, ça, c'est les intestins. Mais ici, c'est des cannibales, ici, ces chats. Allez, bisous, à tout à l'heure. Rendez-vous terminé, là je fonce à la salle de sport, il est à peu près 15h35. Je pense que je vais encore faire une séance en moins d'une heure. Aujourd'hui c'est ma séance push, c'est une séance push du coup assez réduite à cause de mon épaule, donc ça devrait le faire au niveau du timing. Et ensuite du coup j'enchaîne avec un autre rendez-vous. Loading, loading, straight with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bonds or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped up. Little petty trended the big ball. Me and my G's do everything mix up. Full circle, now everybody linked up. That's irrelevant, memory like an elephant. Keep it hard, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling them rhyming, riddling. Cycle through these streets, I'm pedaling. Hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon, yeah, if you want buff, we can go psycho. Psycho, psycho, head to head, bar to bar, turn the mic on. Mic on, mic on, turn the... On finit du coup ce vlog ici sur les quelques steps qu'il me reste. Il est à peu près 21h30 je dirais. J'en ai pour à peu près 30-45 minutes encore de step. Après j'irai manger, j'ai la dalle de fou. J'avoue qu'aujourd'hui c'était un peu le bordel dans ma journée. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Je sais que du coup tu es peut-être un peu frustré parce que ma séance push, eh bien j'ai mis que quelques extraits avec de la musique et je ne l'ai pas détaillé comme dans le premier vlog avec un voice-over. Mais sur le coup, j'avais commencé à faire ça et je me suis dit, si je fais un voice-over, il va y avoir 40 minutes de voice-over. Donc je pense que je détaillerai précisément ma séance push, pourquoi elle est comme ça actuellement dans une autre vidéo. Je pense qu'il faut que j'essaye d'en garder un peu pour toutes les vidéos et que je ne mette pas tout dans une seule. Plus je vlog et plus je me dis qu'il y a plein de choses intéressantes à partager. Et c'est sûr que ma frustration, c'est de ne pas pouvoir tout mettre dans une vidéo. Mais je me dis qu'au moins, comme ça, eh bien, la série de vidéos va pouvoir durer un moment. Et je me dis que aussi, j'ai quand même pas mal de choses à apporter sur cette plateforme. Alors, si cette vidéo t'a plu, like-la et abonne-toi. Et je te dis à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!